Avez-vous déjà pensé que votre facture d'épicerie était élevée? Maintenant, imaginez nourrir une famille entière pendant les fléaux, les famines et les difficultés sans fin, sur le peu que vous pouviez trouver. Les paysans médiévaux l'ont fait tous les jours, survivant sur 15 repas bon marché qui n'étaient pas seulement de la nourriture. Ils avaient eu des invités. C'est essentiellement ce que le potage était pour les paysans médiévaux. Sauf, contrairement à un invité ennuyeux, ils voulaient en fait que cela reste. Cette soupe emblématique était l'ultime des Shepas, ne veut pas plat du Moyen-Âge, mijotant sans cesse au-dessus du feu, comme le dîner le plus patient du monde. Mais ce n'était pas n'importe quelle soupe, c'était la soupe. L'épine dorsale de la nutrition paysanne, le repas d'origine, set it and forget it. Alors que nous nous précipitons maintenant au micro-ondes de nos dîners, potage était un choix délibéré, une réponse essentielle à la dureté de la vie médiévale. Imaginez-le, un ragoût épais et copieux qui n'a pas disparu après un repas. En fait, cela pourrait durer des jours, parfois même des semaines. Le pot a rarement quitté le foyer, constamment reconstitué avec tout ce qui était disponible. Considérez-le comme la version médiévale d'un buffet sans fin, mais avec beaucoup moins d'options et beaucoup moins de variétés. Alors, qu'est-ce qui est allé dans le potage? La meilleure question est, qu'est-ce qui ne l'a pas fait? La base était généralement un grain humble, comme l'avoine ou le seigle, bouilli dans une consistance épaisse et embouillé. De là, les paysans jetaient les légumes sur lesquels ils pourraient mettre la main, des turnipères, des oignons, des poireaux, du chou, et à de rares occasions, des pois ou des carottes. Une étude sur les restes de nourriture médiévale a même révélé que les pots de potage restaient souvent bouillonnants pendant au moins 4 jours avant d'être rafraîchis. Au cours des hivers particulièrement maigres, certaines familles ont maintenu leur potage encore plus longtemps. Au fur et à mesure que les saisons ont changé, les ingrédients aussi, mais les mois d'hiver étaient particulièrement difficiles. Les découvertes archéologiques des villages médiévaux montrent que pendant cette période, les pots de potage n'avaient souvent guère plus que les grains et les légumes racines. Bien que toutes les classes sociales aient mangé une version de potage, il y avait un monde de différence entre ce que les paysans cuisinaient et ce que les nobles ont apprécié. Les riches pourraient mélanger les épices importées, les morceaux de viande ou même le vin. Pendant ce temps, les paysans collaient aux herbes locales, ombre, persil, sauge, tout ce qui s'est rendu autour d'eux. Et s'ils avaient la chance d'avoir une chasse réussie, ils pourraient laisser tomber un petit morceau de porc salé ou de bacon dans le pot. Il ne suffisait pas de le transformer en un repas complet, mais cela amortirait tout le pot, et la graisse sur le dessus a ajouté des calories précieuses. Bien que le potage soit l'élément vital des paysans médiévaux, ce n'était pas la seule nourriture qui les a fait avancer. Le pain, simple mais essentiel, était le héros méconnu de leur repas quotidien. Aujourd'hui, nous considérons le pain comme un aliment de base, mais le pain paysan médiéval était loin des pains moelleux que nous apprécions maintenant. Oubliez le pain blanc doux ou le levain artisanal. Ce que les paysans médiévaux mangeaient était sombre, dense et souvent aussi dur que leur vie. Fabriqués principalement à partir de seigle ou d'orge, des grains qui ont prospéré dans un sol pauvre où le blé a lutté. Ces pains étaient loin du pain que nous connaissons aujourd'hui. Mais le grain n'était pas le seul problème. La qualité de la farine était souvent médiocre. Le meilleur blé est allé aux riches, tandis que les paysans ont payé de lourds frais pour avoir leur terrain de grain à l'usine du seigneur. Pour réduire les coûts, de nombreux paysans mélangeaient en charge comme les pois au sol, les haricots, les glands et parfois, en temps désespéré, même l'écorce d'arbre ou la paille. Alors, combien de pain le paysan moyen a-t-il mangé? La réponse pourrait vous surprendre, jusqu'à 3 livres par jour. Et ce n'était pas un luxe, c'était nécessaire. Le travail éreintant dans les champs nécessitait une quantité incroyable de calories, et le pain était le moyen le moins cher de les obtenir. Mais le pain n'est pas toujours venu frais. Contrairement aux ménages riches qui pouvaient se permettre de cuire quotidiennement, les paysans ont souvent cuit une fois par semaine, en s'appuyant sur des fours communs ou en faisant des pains plats sur des pierres de foyer. À la fin de la semaine, leur pain serait si dur qu'il ne pouvait être mangé qu'avec un dunk en potage ou bière. Pourtant, malgré toutes ces lacunes, le pain avait un côté sombre et étrange. Le seigle, le grain de choix pour les paysans, était particulièrement sensible à un champignon connu sous le nom d'ergot. Cet hallucinogène naturel, qui contenait des composés similaires au LSD, a parfois fait halluciner, convulser ou même mourir de ce qu'on appelait le feu de Saint-Antoine. Les paysans n'avaient aucune idée que leur pain quotidien provoquait ces effets secondaires terrifiants. Malgré les dangers,
Le pain était sacré pour les paysans médiévaux. Le voler du pain était un crime, et le gaspiller était considéré comme un pécheur. Ce n'était pas seulement de la nourriture, c'était le fondement de chaque repas, le début et la fin de la table médiévale. Lorsque la famine a frappé, et elle le faisait souvent, les familles ont survécu pendant des semaines sur le pain seul, leur définition d'un repas devenant de plus en plus créative. Si le pain était la fondation, la prochaine ligne de défense était de la bouillie. Considérez-le comme une étape de l'eau bouillie avec une cuillère. La bouillie était le paysan par excellence d'ISH, simple, fade et souvent un dernier recours. Fabriqué en faisant bouillir une petite quantité de céréales avec beaucoup d'eau, il étirait des ingrédients minimaux à leur limite absolue. La recette, si vous pouviez même l'appeler ainsi, était douloureusement simple. Prenez les morceaux d'avoine ou d'orge que vous aviez laissés, d'ajouter de l'eau jusqu'à ce qu'il devienne un gâchis fin et aqueux et de le faire cuire, jusqu'à ce qu'il ressemble à quelque chose de près de la nourriture. Le résultat? Une pâte aqueuse et fade qui a rempli l'estomac, mais n'a rien fait d'autre à satisfaire. La bouillie n'était pas un plat d'accompagnement. C'était de la nourriture de survie. Lorsque le grain était rare, les monastères ont étendu une seule tasse d'avoine pour nourrir 10 personnes, à peine assez pour garder la faim à distance. Fait intéressant, Growing n'était pas seulement réservé aux paysans les plus pauvres. Les moines à travers l'Europe médiévale ont également mangé de la bouillie, en particulier pendant les périodes de jeûne. Une abbaye a documenté qu'ils avaient consommé de la bouillie 2 fois par jour pendant le carême, ajoutant parfois des fruits séchés ou du miel pour une touche de luxe. Pour ceux qui sont trop malades ou faibles pour manger du pain, bouillie est devenue leur subsistance. Il a également été recommandé dans des textes médiévaux pour les maux allant des fièvres aux maux de dents, avec des ajouts occasionnels comme les herbes ou le vin. Malheureusement, les paysans avaient rarement accès à ces versions plus sophistiquées. Pour les enfants en train de passer du lait maternel, la bouillie était souvent la seule option, en mettant à des générations des Européens élevés sur un aliment qui était, au mieux, une charge nutritionnelle. Dans certains cas tragiques, les enfants sont même morts de malnutrition tout en étant nourris, un rappel de son insuffisance en tant que seule source de nourriture. Lorsque Bruel est devenu trop luxueux en raison des pénuries de céréales, les paysans se sont tournés vers la seule culture qui pourrait survivre dans presque tous les sols, les navets. L'humble navet, maintenant largement oublié dans les cuisines modernes, était autrefois la nourriture de survie ultime pour les paysans médiévaux. Alors que les acheteurs d'aujourd'hui pourraient les passer sans une seconde pensée. Ces légumes racines étaient les héros méconnus du régime médiéval. Les navets étaient simples à cultiver, prospérant dans un sol pauvre et négligé où d'autres cultures ont lutté. Leur saison de croissance rapide les rendait parfaits pour les besoins hâtifs d'un jardin paysan. Une seule graine pourrait donner jusqu'à 15 livres de nourriture, ce qui les rend incroyablement efficaces. Un ragoût de navette de base pourrait être lancé avec peu d'efforts, couper simplement les navets, ajouter de l'eau, assaisonner avec du sel et bouillon. Pas de technique compliquée, pas d'ingrédients rares, juste une pure subsistance. Et les navets n'étaient pas seulement pour la consommation immédiate. Ils étaient l'un des rares légumes qui pouvaient être stockés pendant les mois d'hiver sévères. En fait, les villages médiévaux ont souvent creusé des fosses spécialisées pour stocker des navets sous terre, en les gardant frais bien au printemps. Un manoir anglais a enregistré que ces navets nourrissent des familles pendant 7 mois stupéfiants après la récolte. Ce qui a rendu le navet si vital n'était pas seulement sa capacité à remplir un estomac, c'était le fait que presque toutes les parties du navet étaient comestibles. Les racines sont entrées dans des ragoûts, les feuilles ont été ajoutées au potage, et même les fleurs étaient comestibles au printemps. Rien ne s'est gaspillé. Cela a fait des navets une bouée de sauvetage pour les paysans, qui en auraient besoin jusqu'à 200 livres pour survivre à l'hiver. Mais les navets n'étaient pas sans leurs inconvénients. Les écrivains médiévaux se sont parfois plaints de la monotonie de leurs repas, dont l'un notant que les paysans mangeaient des navets jusqu'à ce que leur peau prenne le pouvoir de la racine elle-même. Et puis il y avait l'odeur. Lorsqu'ils sont réchauffés, les navets ont développé une odeur piquante qui remplissait les maisons médiévales, ce qui en fait une nourriture de fête moins qu'idéale. Pourtant, malgré tous leurs défauts, les navets étaient un aliment vital qui a aidé à maintenir les paysans en vie pendant certains des hivers les plus difficiles de l'histoire. Bien que les navets aient pu être l'aliment de base, ils n'étaient pas toujours suffisants pour continuer les paysans. Ils avaient besoin de quelque chose d'autre pour ajouter de la variété et fournir des nutriments essentiels, le chou et les oignons en entretien. Ce duo dynamique a formé l'épine dorsale des repas paysans à travers l'Europe, ajoutant de la saveur,
de la nutrition et parfois un peu de santé mentale à un régime autrement fade. Mais ces légumes sont venus avec leur propre ensemble de défis. Le chou, pour sa part, était pratiquement indestructible. Une seule plante pourrait cultiver des têtes massives, pesant parfois jusqu'à 15 livres, fournissant suffisamment de nourriture pour nourrir une famille pendant des mois. Les anciens records agricoles de l'époque médiévale ont montré que seulement 10 plantes de choux pourraient nourrir une famille entière tout au long de la saison de croissance. Et la meilleure partie? Le chou était incroyablement facile à stocker. Le chou frais pourrait durer des semaines dans un rangement frais, mais lorsqu'il est conservé par la fermentation, comme nous le savons aujourd'hui sous le nom de choucroute, cela pourrait durer des mois. Mais, comme pour les navets, l'inconvénient du chou était son odeur. Le chou, lorsqu'il est bouilli, a produit un arôme qui imprégnait les maisons médiévales, créant une odeur qui pourrait facilement tester les limites de la tolérance de quiconque. Les archives judiciaires médiévales racontent même les communautés où le chou a été interdit certains jours, en particulier lorsque d'importants visiteurs venaient en ville, faisant allusion aux forts effets de trop. Ensuite, il y avait les oignons. Hardis, durs et capables de survivre même dans le pire sol, les oignons étaient un autre légume essentiel pour les paysans. Ils pourraient être plantés autour d'autres cultures pour éloigner les ravageurs, ce qui les rend doublement utiles dans les petits jardins paysans. Les oignons étaient un ajout polyvalent aux soupes, aux ragoûts et au potage, aidant à transformer un plat simple en quelque chose qui pourrait réellement être mangé sans trop de grognement. Ensemble, le chou et les oignons ont transformé les repas fades en quelque chose avec plus de saveur et de variété. Lorsqu'ils sont combinés avec de petits morceaux de viande, si la famille paysanne avait de la chance, ils pouvaient créer un plat copieux et copieux. Bien que ce ne soit pas exactement une fête, le chou et les oignons étaient le fondement de nombreux repas, étirant des ingrédients simples pour les faire durer. Et même s'ils n'étaient pas exactement gastronomiques, ces légumes étaient considérés comme suffisamment précieux pour être payés comme loyer ou même utilisés comme troc à l'époque médiévale. Mais le chou, les oignons et les navets ne pouvaient aller que si loin. Ce dont les paysans avaient vraiment besoin, ce sont des protéines, quelque chose qui les aiderait à survivre au travail exténuant dans les champs. Pour cela, les paysans se sont transformés en deux humbles héros, les pois et les haricots. Ces cultures sans prétention étaient des puissances nutritionnelles, fournissant des protéines indispensables lorsque la viande était rare ou inexistante. Les pois séchés étaient particulièrement précieux. Ils contenaient environ 25% de protéines en pois, ce qui en a fait l'une des meilleures sources de protéines pendant les hivers longs et durs. En fait, les pois et les haricots faisaient souvent la différence entre la survie et la famine. Une seule parcelle de pois pourrait donner jusqu'à 60 livres de pois séchés, suffisamment pour soutenir une famille pendant les mois les plus maigres. La croissance de ces cultures a été relativement facile, et ils avaient l'avantage supplémentaire de fixer l'azote dans le sol, ce qui signifie qu'ils ont aidé à reconstituer la terre pour les cultures futures. La façon la plus courante de préparer les pois et les haricots était de les faire bouillir jusqu'à ce qu'ils soient doux, puis de les écraser en une pâte épaisse. Si du sel était disponible, il a été ajouté pour la saveur et parfois des herbes sauvages. Pendant les famines, les pois et les haricots de purée sont parfois devenus le repas principal, plutôt qu'un plat d'accompagnement. En fait, lors de la grande famine de 1315, les dossiers montrent que les familles ont survécu pendant des semaines sur une purée de pois et une petite bière. Le pain était devenu un luxe. Mais les pois et les haricots n'étaient pas seulement pour les paysans. Les monastères, où la viande était souvent limitée en raison du jeûne religieux, reposaient beaucoup sur les pois et les haricots pour fournir des protéines aux moines. En fait, une grande abbaye a conservé plus de 3000 livres de pois séchés par an, juste pour nourrir ses 40 moines. Ils ont même été stockés dans des pots en argile ou des barils en bois, conservés pendant des années pour s'assurer que les moines avaient de la nourriture pendant les saisons difficiles. Pourtant, aussi essentiels que les pois et les haricots étaient, ils avaient leurs inconvénients. Ils pouvaient provoquer un gaz important, une plainte commune de paysans médiévaux, et même mentionné dans les guides médicaux comme quelque chose à éviter avant d'importants services religieux ou des comparutions de justice. Autant que les paysans comptaient sur les haricots et les pois, ils cherchaient toujours tout ce sur quoi ils pouvaient mettre la main pour rendre leurs repas plus variés et savoureux. La devise de la cuisine médiévale était simple, « Mangez ce que vous pouvez obtenir ». Pour les paysans, cela signifiait profiter au maximum de toutes les sources de nourriture disponibles, y compris certaines options plutôt peu appétissantes. Alors que les riches ont dîné sur des venaisons rôties, des capons gras et d'autres coupes de haute qualité, les paysans se sont faits avec les restes laissés pour compte.
La boucherie d'animaux a suivi des règles strictes, déterminant qui a obtenu les parties de l'animal. Le seigneur du manoir a revendiqué les meilleures coupes, le tner, les seins dodus et les hanches charnues. Les citadins avec de l'argent pourraient permettre les coupes à mi-année. Pour les paysans, cependant, il s'agissait des abats, les organes, les têtes, les pieds et les os que les riches ne voulaient pas. Mais les paysans médiévaux étaient des maîtres à transformer ces restes souvent négligés en repas copieux. Prenez la tête de l'humble cochon, par exemple. Après qu'un cochon ait été abattu, la tête a souvent été donnée aux paysans comme paiement partiel pour leur travail. Chaque partie a été utilisée. Les joues étaient bouillies et servaient de petites portions de viande tendre. Les oreilles étaient tranchées, frites et mangées comme une collation croustillante. Et le museau et les lèvres ont été utilisés pour faire des gelées salées. Même le cerveau était brouillé comme des œufs. Les plus grands animaux, comme les vaches, offraient encore plus d'options. Les estomacs de la civière ont été nettoyés et bouillis pour préparer des plats de type agis, tandis que les poumons de mouton étaient frits avec des oignons pour un repas post-buté rapide. Pour les animaux vraiment désespérés, encore plus petits, on trouvait leur chemin dans des pots de cuisson paysans. Les écureuils, les hérissons et même les rats étaient parfois piégés et cuits, ajoutant de minuscules portions de viande à des plats de légumes autrement fades. Dans certains hivers particulièrement durs, les paysans ont recours à des piégements et à manger des animaux plus grands et moins appétissants comme les blaireaux et les renards, des animaux généralement considérés comme non comestibles. Mais la règle non écrite était claire. Si elle ne pouvait pas vous tuer, c'était de la nourriture. La valeur de ces restes est immense. Le vol d'origine a été sévèrement puni, souvent avec les mêmes pénalités que le vol des coupes les plus précieuses. Même les archives judiciaires des villes médiévales révèlent à quel point ces morceaux étaient précieux. Alors que la viande à balles et récupérée fournissait des protéines, cela n'a pas toujours été suffisant pour satisfaire le besoin de nourriture. Pour les paysans vivant près des côtes ou des rivières, une autre source de protéines était facilement disponible, le hareng salé. La version médiévale de la restauration rapide, du hareng salé était bon marché, facile à stocker et pourrait être consommé sans cuisiner, ce qui en fait des protéines incontournables pour les paysans occupés qui n'avaient pas le temps de préparer un repas complet. Le hareng était abondant, nageant dans des écoles massives dans les mers à travers l'Europe. Ils étaient faciles à attraper, et une fois capturés, ils pouvaient être conservés par un simple salage. Le processus de préservation, bien que rapide, était certainement malodorant. Le hareng frais se gâterait en une journée, de sorte que les bateaux de pêche transportaient du sel à bord, emballant le poisson en couches de sel pour les garder frais plus longtemps. La forte odeur de hareng salé était si piquante que de nombreuses villes médiévales avaient désigné les districts sous les zones de transformation des poissons. Le hareng salé est devenu essentiel pendant les périodes de jeûne religieuse, lorsque l'Église a interdit la viande le vendredi, le carême et d'autres jours saints. Pour les paysans, cela signifiait qu'ils pouvaient manger du hareng sans se casser rapidement, leur donnant une source de protéines cruciale lorsque la viande fraîche n'était pas disponible. Le hareng était si abondant que des flottes entières de bateaux de pêche pouvaient transporter des millions de poissons en quelques semaines. Par exemple, une flotte de Great Yarmouth en Angleterre a pu attraper plus de 40 millions de harengs en une seule saison, assez pour donner à chaque personne en Angleterre médiévale 7 poissons chacun. Alors que le hareng frais serait mangé rapidement, le hareng salé pourrait être stocké pendant des mois. Le hareng salé moins cher a été vendu éviscéré et emballé en sel, tandis que la version la plus chère a été fumée pour une préservation encore plus longue. Cette version fumée avait une saveur salée moins intense, et sa durée de conservation plus longue en faisait un favori parmi ceux qui pouvaient se le permettre. Mais peu importe la façon dont le hareng était préparé, que ce soit coupé en équarts, ajouté aux tartes ou simplement mangé tel quel, leur consommation a souvent conduit à un problème très spécifique, la respiration du hareng. Les paysans, qui se sont appuyés sur ce poisson bon marché pour se remplir l'estomac, pouvaient être reconnus par l'odeur révélatrice du hareng, qui a persisté longtemps après la fin du repas. Après le hareng, elle était la boisson de choix pour les paysans médiévaux. Contrairement à aujourd'hui, où l'eau propre est facilement accessible, l'eau médiévale était souvent contaminée par des bactéries des villes voisines ou des déchets. Les gens ont rapidement appris que l'eau potable pourrait vous rendre malade, tandis que ceux qui buvaient ale semblaient rester en meilleure santé. Le processus de brassage, qui impliquait de l'eau bouillante pour faire la bière, a naturellement tué des germes nocifs, tandis que l'alcool a aidé à la préserver, empêchant de nouvelles bactéries. Ale était un aliment de base dans chaque ménage médiéval,
Et ce n'était pas seulement pour les adultes. Les enfants médiévaux ont bu de la bière à tous les repas, non pas parce qu'ils cherchaient à se saouler, mais parce qu'ils étaient plus sûrs de boire que l'eau disponible. La bière qu'ils buvaient était la petite bière, une infusion très faible avec seulement 1 à 3% d'alcool, similaire à la bière légère moderne. Bien que la faible teneur en alcool empêchait tout le monde de devenir intoxiqué, il a toujours fourni l'hydratation et les calories essentielles nécessaires pour les longues journées de travail dur. En fait, les dossiers des villages médiévaux montrent que les travailleurs ont reçu des allocations de bière dans le cadre de leur ration quotidienne. En moyenne, un travailleur adulte peut boire 1 gallon de bière par jour, l'allocation augmentant souvent pendant les temps de travail de pointe comme la saison des récoltes. Cela peut sembler excessif, mais étant donné le travail physique exténuant requis, ce n'était pas hors de l'ordinaire. Le brassage était généralement le travail des femmes, fait à la maison. Le processus était assez simple: chauffer l'eau, ajouter le grain maltais, filtrer le grain et ajouter des herbes pour la saveur. Une fois brassée, la bière serait stockée dans des cruches en poterie ou des barils en bois. Mais sans réfrigération, la bière pouvait se gâter rapidement, généralement en 1 semaine, ce qui était un produit local, consommé presque immédiatement après sa fabrication. Fait intéressant, la bière et le pain étaient étroitement liés. Comme les deux ont utilisé le grain et la levure pour la fermentation, ils étaient souvent fabriqués en tandem. La bière restante du brassage pourrait être utilisée dans la pâte à pain, et le pain restant pourrait même aider à démarrer le prochain lot de bière. Rien ne s'est perdu, et le pain et la bière étaient considérés comme des parties essentielles de la vie paysanne médiévale. Pour les occasions spéciales, les paysans pourraient profiter d'une boisson plus forte, quelque chose pour marquer une célébration ou les faire passer les jours les plus difficiles. Le cidre et l'hydromel, bien que rares, étaient les alternatives douces à la bière quotidienne, et les deux étaient des solutions pratiques aux défis du stockage et de la préservation des aliments. Le cidre, fait de pommes, était la boisson de choix dans les régions où les pommes ont grandi. Les pommiers étaient faciles à cultiver, produisant des fruits pour des décennies avec un minimum de soins, ce qui en fait une ressource précieuse pour les paysans médiévaux. Les vergers de pommiers pourraient même prospérer sur des collines escarpées où d'autres cultures ne pouvaient pas croître, permettant aux paysans d'utiliser des terres autrement improductives. Une fois les pommes récoltées, elles ont été écrasées dans des presses en bois et le jus a été laissé à fermenter naturellement. La levure sauvage sur les peaux de pommes a commencé le processus de fermentation, transformant le jus sucré en une boisson légèrement alcoolique. Le cidre fort contenait environ 4 à 8% d'alcool, juste assez pour vous donner un buzz sans vous enivrer. Mais des versions encore plus faibles du cidre, qui étaient plus courantes, servaient de boisson quotidienne. C'était rafraîchissant et, plus important encore, durable. Correctement stocké, le cidre pourrait durer jusqu'à 1 an, plus longtemps que les pommes elles-mêmes ne seraient restées fraîches. Mead, en revanche, était beaucoup plus rare. Fabriqué par la fermentation du miel avec de l'eau, Mead était la plus ancienne boisson alcoolisée connue d'Europe. Cependant, le miel était cher et difficile à trouver, faisant de Mead un luxe réservé aux occasions spéciales. Pourtant, certains paysans intelligents ont gardé leurs propres ruches, en utilisant le miel à la fois pour la nourriture et pour faire de petits lots de l'hydromel. Une ruche bien entretenue pouvait produire 15 à 20 livres de miel par an, suffisamment pour quelques gallons d'hydromel et avoir encore du miel pour d'autres utilisations. Pour les paysans, le cidre et l'hydromel ont servi un objectif important au-delà de la simple boisson. Ils étaient riches en calories et pouvaient fournir une énergie rapide lorsque les fournitures de pain et de céréales fonctionnaient bas. Pendant les pénuries alimentaires, le cidre ou l'hydromel pourrait même remplacer un repas, offrant une subsistance indispensable en période de rareté. Alors que le cidre et l'hydromel apportaient une touche de douceur au régime médiéval autrement fade, ils étaient toujours un régal rare pour la plupart des paysans. Pour la douceur quotidienne, le miel était le roi des édulcorants. Contrairement au sucre, qui était un luxe pour les riches, le miel pouvait être récolté localement, ce qui en fait une marchandise précieuse pour les paysans qui y avaient accès. La collecte du miel sauvage était un travail risqué. Les paysans ont dû retrouver les ruches d'abeilles, fumer les abeilles pour les calmer, puis découper des morceaux de nids d'abeilles. Cette tâche dangereuse a souvent abouti à des piqûres douloureuses, mais la récompense était l'or liquide, un miel naturel et naturel qui pouvait égayer n'importe quel repas. Pour ceux qui ont la chance d'avoir des ruches, on était une mine d'or. L'apiculture était une pratique courante,
et certains paysans ont même réussi à construire leurs propres ruches à partir de bûches creuses, de pots en argile ou de skeps de paille. Une ruche bien gérée pourrait produire 15 à 20 livres de miel par an, qui était un luxe qui pourrait être utilisé de diverses manières. Adoucir la nourriture, préserver les fruits ou même faire de l'hydromel. Au-delà de la nourriture, le miel avait aussi des utilisations médicinales. Les guides médiévaux ont recommandé le miel pour tout, des blessures à la guérison aux maux de gorge apaisants. Il a également été utilisé dans les soins personnels, aidant à l'épilation ou à la mise en place de coiffures. Sa polyvalence l'a rendu encore plus précieux, et l'effort pour le rassembler, peu importe à quel point il en valait la peine. Mais le miel n'était pas la seule douceur naturelle disponible pour les paysans. Les baies sauvages, la palette, les mûres, les framboises et les bleuets, des rafales de douceur saisonnière. Ces baies étaient disponibles gratuitement pour quiconque avec le temps et la patience de les rassembler, généralement dans les forêts ou sur les bords des champs. Cependant, les baies ne peuvent pas être conservées sans sucre, elles sont donc restées un régal éphémère. La cueillette des bailles était une activité communautaire et les enfants étaient souvent envoyés en groupe pour rassembler les précieux fruits. Les enregistrements de fêtes de l'époque médiévale montrent à quel point ces fruits étaient rares et spéciaux. Pour les paysans invités à des fêtes, goûter un dessert à base de miel et de baille a été une expérience unique, une indulgence rare qui leur rappelait la douceur que la vie pouvait offrir, même pendant les moments difficiles. Alors que le miel et les baies étaient de précieux luxes saisonniers, les paysans ne comptaient pas seulement sur des aliments cultivés pour la survie, ils se sont tournés vers la nature elle-même pour des sources supplémentaires de subsistance. Les forêts, les champs et les endroits sauvages autour de leur maison offraient un large éventail de plantes comestibles et de noix qui pourraient aider à remplir leur ventre pendant les temps de l'hine. Les glands et les châtaignes, en particulier, étaient des aliments de sauvegarde vitaux lorsque les fournitures de céréales étaient faibles. Les glands, cependant, n'étaient pas faciles à manger. Ils contenaient des tanins amers qui les rendaient non comestibles à moins d'être traités. Cela signifiait que les paysans devaient les tremper pendant des jours, changeant à plusieurs reprises l'eau pour éliminer l'amertume. Le processus a pris du temps et a utilisé de grandes quantités d'eau, mais le farine de gland qui en résulte pouvait être mélangé avec de la farine pour faire du pain en période de famine. Les châtaignes, en revanche, étaient beaucoup plus faciles à travailler. Naturellement sucrées et nécessitant moins de traitement que les glands, les châtaignes sont devenues un aliment de base dans les zones avec de grandes forêts de châtaignes, en particulier dans certaines parties de la France, de l'Italie et de l'Espagne. Les châtaignes étaient souvent appelées arbres à pain, parce que leurs noix féculentes fournissaient un substitut en forme de grain pendant les périodes où le blé était rare. Un seul châtaignier Coucou LD produit jusqu'à 200 livres de noix au cours d'une bonne année, mais pour nourrir une famille pendant des semaines. Les châtaignes étaient incroyablement polyvalentes. Ils pourraient être torréfiés dans le feu, bouillis pour retirer leur tanin, ou séchés et moulus en farine. Cette farine de châtaignier pourrait être mélangée avec d'autres grains pour étirer les fournitures de pain, offrant des calories indispensables pendant les mois les plus durs de l'hiver. Même lorsque les choses étaient mauvaises, une bonne récolte de châtaignes pourrait faire la différence entre la survie et la famine. L'importance de ces aliments sauvages est soulignée dans les dossiers fiscaux médiévaux, qui énumèrent parfois les richesses d'un ménage en termes de nombre d'arbres aux châtaigniers auxquels ils avaient accès. Dans certaines parties de l'Europe, les châtaignes représentaient près de 20% de l'alimentation d'un paysan pendant les mois d'hiver. En période d'extrême faim, lorsque même les châtaignes et les glands n'étaient pas suffisants pour éviter la famine, les paysans médiévaux se sont transformés vers des aliments vraiment non conventionnels, rassemblant souvent tout ce qu'ils pouvaient depuis le sol sauvage ou même le sol de la forêt. Le concept de « déchet non, ne veut pas » n'avait jamais été aussi vital. Dans ces moments désespérés, la forêt a fourni non seulement des noix, mais une gamme de plantes comestibles et de légumes verts qui pourraient remplir un estomac affamé. Le printemps, en particulier, était une époque où les vers sauvages pouvaient être rassemblés. Les pissenlits, les orties et l'oseille, bien que souvent amers ou difficiles, ont été offerts par une nutrition critique lorsque les magasins alimentaires étaient faibles. Les orties, malgré leurs piqûres, étaient très appréciées pour leur abondance de vitamines et de minéraux. Les paysans utilisaient des gants épais ou des techniques de cueillette spéciales pour les récolter sans se faire picoter, puis faire bouillir les orties pour éliminer les singères. Ces légumes verts sauvages pouvaient être ajoutés au potage, au ragoût ou même mangés seuls lorsque la nourriture était particulièrement rare. L'été a encore élargi le menu sauvage. Les prairies et les bois étaient remplis de champignons comestibles,
bien que les cueillir nécessitait une connaissance approfondie de laquelle était sûre et qui était toxique. Un incident tragique dans un village médiéval a même décrit une famille mourante après avoir consommé des champignons toxiques lors d'une pénurie alimentaire. Des options plus sûres comme l'ail sauvage, les épluches et les quartiers d'agneau ont également augmenté en abondance, offrant une saveur et une nutrition importantes. Au moment où l'automne est arrivé, les options de nourriture sauvage sont devenues encore plus diverses. Les paysans pouvaient rassembler les hanches de rose, les baies d'aubépine et les pommes de crabe, toutes riches en vitamine C et conservateurs naturels. Bien que ces fruits n'étaient peut-être pas les plus appétissants seuls, ils pourraient être stockés pour l'hiver, aidant à lutter contre le scorbut ou simplement ajouter un peu de saveur à des repas autrement fades. La capacité de rassembler et d'identifier les aliments sauvages était une compétence cruciale, en particulier en période de famine. Les dossiers médiévaux montrent à quel point ces aliments sauvages étaient importants pour la survie. Pendant la grande famine de 1315 à 1317, certains villages ont survécu presque entièrement sur les légumes verts et les écorces d'arbres rassemblées. Les droits de glanage, ou l'autorisation juridique de récolter des plantes sauvages, étaient farouchement protégés, des différences sur l'accès à ces ressources comparant régulièrement dans les archives judiciaires. Lorsque les choses étaient vraiment désastreuses et que même les aliments sauvages de la forêt ne pouvaient pas soutenir une famille, les paysans ont eu recours à certaines des méthodes de survie les plus rudimentaires. L'une de ces méthodes a été la création de gâteaux de cendre, une forme primitive de pain qui pouvait être fabriquée avec un minimum d'ingrédients et pas du tout d'outils de cuisine. La recette de gâteaux de cendre était aussi simple que désespérée. Prenez n'importe quel repas au sol disponible, mélangez avec de l'eau pour former une pâte épaisse, aplatir dans une galette et la faire cuire directement dans les cendres chaudes d'un feu. Pas de four, pas de pierre de cuisson, pas même un pot, juste le feu, les cendres et l'instinct de survie. Les gâteaux de cendre n'étaient pas un plat apprécié par tous les moyens. En fait, ils étaient considérés comme un dernier recours, un aliment fait uniquement lorsque toutes les autres options s'étaient épuisées. Les gâteaux de cendre étaient cruciaux pendant les famines, lorsque le grain était rare ou indisponible. La beauté de ces gâteaux réside dans leur flexibilité. Si le blé ou le seigle n'étaient pas disponibles, les paysans pouvaient utiliser le grain moulu qu'ils avaient, barley, l'avoine, le millet ou même la farine de pois. Lorsque le grain s'est complètement épuisé, ils pouvaient se tourner vers les glands, les racines écrasées ou même l'écorce d'arbres moulus pour créer la pâte. Dans certaines des famines les plus extrêmes, les dossiers mentionnent que les paysans utilisant même la poussière balayée des planchers des magasins de céréales, littéralement les derniers restes d'un garde-manger autrefois plein. La méthode de cuisson elle-même était ancienne, datant des moments où de nombreuses cultures utilisaient des pierres chauffées pour cuire les pains plats. Les gâteaux de cendre sont allés plus loin en éliminant complètement le besoin de pierre, en cuisinant directement dans la cendre d'un feu. Alors que le goût de ces gâteaux était aussi sombre que leurs ingrédients, ils ont fourni les calories nécessaires pour survivre. Un avantage inattendu des gâteaux de cendre était la rapidité avec laquelle ils pouvaient être fabriqués. Contrairement au pain traditionnel, qui nécessitait des heures de montée, de pétrissage et de cuisson, les gâteaux de cendre pourraient être prêts en quelques minutes. Cette vitesse a été cruciale lorsque la faim était féroce et que l'énergie pour la cuisson était limitée. Les chansons de travail médiévales mentionnent parfois les gâteaux de cendre comme la nourriture sur le terrain, fabriqués alors que les gâteaux de cendre auraient pu garder les paysans en vie au cours des pires moments, ils n'étaient pas exactement une solution durable. Lorsque même ces aliments de survie sont devenus trop rares ou sans aptitude pour compter, les paysans médiévaux n'avaient pas d'autre choix, mais pour se tourner vers leur but ultime. Cette approche, tout ce que nous avons, n'était pas seulement occasionnel, c'était une réalité quotidienne. La cuisine paysanne a rarement suivi les recettes. Au lieu de cela, il a suivi une règle simple, utilisez ce que vous avez, ne gaspillez rien et faites-le remplir suffisamment pour fonctionner tout au long de la journée. La planification des repas était inconnue dans de nombreux ménages paysans. Au lieu de cela, l'objectif était simple, survie, par la créativité et l'ingéniosité. Par exemple, au printemps, un repas peut être constitué d'une poignée de vers sauvages mélangés au dernier des navets d'hiver et à quelques pois séchés. En été, il pourrait s'agir d'un mélange de légumes de jardin avec un peu de graisse de bacon pour la saveur. À l'automne, le mélange pourrait inclure des champignons, des noix et tout ce qui reste après un long été. Et en hiver, lorsque les fournitures diminuaient, il s'agissait de gratter avec tous les aliments conservés restants.
La méthode de cuisson était tout aussi flexible que les ingrédients. Si un feu allait, tout pourrait être jeté dans un pot et laissé mijoter pendant des heures. S'il n'y avait pas de temps pour une longue séance de cuisine, les restes de la veille pourraient être mélangés avec un morceau de pain et appelés un repas. Ce style alimentaire flexible est né par nécessité. Contrairement à aujourd'hui, où la plupart d'entre nous s'assoient pour 3 repas séparés par jour, les paysans médiévaux ne mangeaient souvent qu'1 ou 2 fois. Pendant la saison des récoltes, par exemple, les travailleurs pourraient avoir un petit repas du matin, puis un plus grand après leur travail exténuant dans les champs. Ce manque de temps pour cuisiner a rendu l'approche, tout ce que nous avons, encore plus pratique. Une séance de cuisine utilisant tout ce qui était disponible pourrait alimenter une journée entière de travaux forcés. Les ruptures rapides du travail lorsque les travailleurs ne pouvaient pas rentrer chez eux pour les repas. Fait intéressant. Ces repas, tout ce que nous avons n'était pas seulement une tactique de survie, il était souvent étonnamment délicieux. Au fil du temps, cette improvisation a donné naissance à certains des plats les plus emblématiques du monde. Pensez Y comme un précurseur des repas modernes, nettoyez votre réfrigérateur. Le talent du paysan pour transformer les restes aléatoires en quelque chose de remplissage et de savoureux est ce qui a jeté les bases de nombreuses spécialités régionales que nous connaissons aujourd'hui. Prenez, par exemple, le ragu italien ou le ratatouille français. Les deux proviennent du même concept d'utilisation des légumes laissés dans le jardin et les jetant dans un pot. Ces plats ont commencé comme de simples plats paysans, mais au fil du temps, ils ont évolué dans des plats nationaux bien aimés. De nombreux ragoûts modernes, casseroles et repas à un pot ont également leurs racines dans les cuisines paysannes médiévales où la nécessité était vraiment la mère de l'invention. En fait, les dossiers fiscaux médiévaux nous donnent un aperçu de ce style de cuisine spontanée. Lorsque les paysans devaient payer leurs impôts en nourriture, ils ont parfois livré les combinaisons les plus aléatoires, comme 3 navets, un demi-chou et une poignée de pois séchés. Ces combinaisons représentaient probablement tout ce qui était disponible ce jour-là, soulignant la nature ad hoc de la cuisine médiévale. Pendant les vacances et les occasions spéciales, ces repas impromptus ont obtenu une mise à niveau. Les petits luxes, comme une pincée de sel, une épice rare ou les premiers légumes frais du printemps, transformeraient un repas autrement humble en quelque chose qui ressemblait à une fête par des normes paysannes. Ces petits ajouts étaient suffisants pour rendre le repas festif et spécial, même si les ingrédients globaux étaient toujours simples. Il convient de noter qu'à l'époque médiévale, le dicton « la meilleure sauce est la faim » était assez littéral. Lorsque vous êtes affamé, presque tout a bon goût. Pour les paysans, leur approche créative de la cuisine avec tout ce qu'ils avaient concerné moins l'art culinaire et plus sur la fabrication. Pourtant, ces repas, tout ce que nous avons, leur ont appris à transformer même les ingrédients les plus simples en un plat satisfaisant et copieux, survi par l'ingéniosité et la résilience. Les paysans médiévaux avaient une capacité inégalée à s'adapter à leur situation, et leur approche de la nourriture reflète directement cette adaptabilité. Les repas, tout ce que nous avons, étaient plus que des pratiques. Ils témoignent de la capacité de l'esprit humain à survivre, voire à prospérer, face à des difficultés extrêmes. La nourriture n'était pas seulement une question de subsistance, c'était un élément clé de la communauté et de la culture. Les paysans, malgré la vie dans des conditions difficiles, ont trouvé des moyens de profiter des repas ensemble, qu'il s'agisse d'un simple pot de potage ou de partager les derniers morceaux de pain. Ces repas ne visaient pas seulement à remplir un ventre, c'étaient des moments de connexion, de résilience et parfois même de joie au milieu de la lutte. Cet aspect communautaire de la nourriture était vital. Les heures de repas étaient souvent une expérience partagée, où les familles se sont réunies pour tirer le meilleur parti du peu qu'ils avaient. Les voisins pourraient également partager des ingrédients et des recettes commerciales, surtout lorsque les récoltes étaient rares. En période de famine, le partage de la nourriture pourrait être une bouée de sauvetage, et ces liens communaux ont contribué à garantir que personne n'a été laissé pour compte. Les repas paysans portaient également un sens de l'histoire, les traditions transmises à travers les générations. Bien que les ingrédients aient été basiques, la méthode pour les préparer reflétait souvent des pratiques de longue date. Par exemple, de nombreuses techniques utilisées pour préparer des navets, du chou et du pain ont été perfectionnées au fil des siècles et sont devenues un moyen d'honorer le passé. Même le simple fait de cuisiner était un lien avec ceux qui étaient venus auparavant, survivant dans les mêmes conditions difficiles. Aussi difficile que la vie ait été pour les paysans médiévaux, leur ingéniosité dans la cuisine leur a permis d'avancer.
Ils étaient des experts pour tirer le meilleur parti de ce qu'ils avaient, qu'il s'agisse d'utiliser des herbes sauvages, de rechercher des plantes comestibles ou de transformer les restes les plus peu attrayants en quelque chose qui pouvait les soutenir. Même si la vie à l'ère médiévale était dure et que la nourriture était souvent rare, les paysans avaient un lien profond avec la terre et leur nourriture. Toute leur existence tournait autour des saisons, les cultures qu'ils pouvaient cultiver et les animaux qu'ils pourraient élever ou chasser. Le régime du paysan était cyclique, lié à l'année changeante, chaque saison offrant différents aliments qui ont marqué les rythmes de la vie rurale. Le printemps était une période de renouvellement, une saison où les premiers vers ont émergé de la terre. Les herbes sauvages, les pousses et les racines ont été réunies avec impatience, offrant une nutrition vitale après les longs mois d'hiver des aliments conservés. Ces légumes verts sauvages seraient ajoutés aux soupes et aux ragoûts, apportant une rafale de fraîcheur à des repas autrement monotones. Ce fut aussi une époque où les paysans ont planté leurs jardins, espérant que les graines qu'ils ont semées en fourniraient suffisamment pour les soutenir au cours des prochains mois. L'été, en revanche, a apporté l'abondance. Les jardins ont prospéré et des légumes comme le chou, les oignons et les navets étaient prêts à récolter. Les paysans ont travaillé sans relâche pour récolter la prime de la saison, préservant souvent ce qu'ils pouvaient pour les mois les plus maigres à venir. L'été était également une période de fête lorsque la nourriture était abondante, bien qu'elle manquait toujours la variété et le luxe que nous tenons pour acquis aujourd'hui. La viande était rare, mais si un paysan avait la chance d'avoir une chasse réussie ou un peu de porc salé, il serait ajouté au ragoût ou au potage, donnant au repas un avant-goût de quelque chose de spécial. Folle, la saison des récoltes, a été un moment critique pour les paysans. Le succès de la récolte a déterminé à quel point ils s'en sortent pendant l'hiver. Les grains qu'ils avaient plantés plus tôt dans l'année, barley, l'avoine et le seigle, étaient maintenant prêts à être récoltés et à la terre en farine. Les paysans travaillaient de longues heures de rassemblement dans leur récolte, mais ce n'étaient pas seulement les grains qu'ils recherchaient. Les noix et les fruits sauvages de la forêt ont été collectés pour être conservés et stockés pour les mois d'hiver. Les baies, les châtaignes, les glands et les pommes ont tous été récoltés, garantissant que lorsque le froid s'installe, il y aurait quelque chose à manger. L'hiver, la saison la plus difficile pour les paysans médiévaux, a également été la plus cruciale pour la préservation des aliments. À ce moment-là, les légumes frais avaient été principalement utilisés, et les aliments stockés, grains, viande salée, légumes racines et fruits secs, sont en train de se présenter. Les paysans comptaient sur ce qu'ils avaient conservé à l'automne pour les faire passer les mois durs et froids. Le potage, qui avait mijoté le foyer tout au long de l'année, est devenu encore plus vital pendant l'hiver. Il a été épaissi avec tous les grains disponibles, et parfois mélangé avec les légumes séchés ou les viandes conservées. Ce n'était pas un repas gastronomique, mais il était à remplir et, surtout, à garder les gens en vie. La simplicité du potage, avec sa capacité à être étiré et réapprovisionné, en a fait la nourriture de survie ultime pendant les longs mois de l'hiver. Les navets, le chou et les oignons, stockés pendant les mois les plus froids, étaient des agrafes du régime d'hiver. Ces légumes pourraient résister aux températures de congélation, et leur rusticité en a fait les cultures hivernales parfaites. Des légumes racines comme les carottes et les panais, lorsqu'ils sont disponibles, ont été ajoutés au potage, offrant une certaine variété aux repas autrement prévisibles. Mais une grande partie de l'hiver était une question d'endurance. La nourriture n'a peut-être pas été excitante, mais il était nécessaire de continuer. Alors que les mois d'hiver traînaient, la monotonie de la nourriture était difficile à supporter. Les paysans rêvaient souvent du printemps, lorsque des aliments frais recommençaient à grandir. Mais pour l'instant, ils ont enduré, en s'appuyant sur l'ingéniosité de leurs ancêtres pour transformer des ingrédients simples, parfois fades en repas qui les ont fait avancer. L'hiver a également marqué une période de communauté. Les voisins ont partagé le peu qu'ils avaient, et les efforts communaux pour survivre ont rapproché les gens. Les conditions difficiles de la saison signifiaient que la survie était un effort collectif, où même la plus petite quantité de nourriture pourrait faire la différence entre la vie et la mort. Le régime paysan médiéval, bien que souvent basique et limité, a été un témoignage extraordinaire de la résilience et de la créativité humaine. Dans un monde où la survie n'a jamais été garantie, les paysans devaient tirer le meilleur parti de toutes les ressources à leur disposition, que ce soit le grain qui poussait dans leurs champs, les herbes sauvages poussant à leurs pieds, ou les restes de viande laissés après que les riches aient pris leur part. Ils n'avaient pas d'autre choix que de s'adapter, de se contenter de ce qu'ils avaient et d'utiliser toutes les parties de chaque aliment pour les tirer aussi loin que possible.
À bien des égards, la cuisine paysanne était un lieu d'innovation constante. Ce qui peut sembler un repas terne et monotone aujourd'hui, acte, pain, navet, était en fait le résultat de siècles de raffinement, transmis par des générations de personnes qui comprenaient que rien ne devrait être gaspillé. Ces repas ne se sont pas contentés de se débrouiller, ils allaient soutenir la vie, en veillant à ce que chaque membre de la famille ait assez à manger, peu importe à quel point les temps sont devenus. La résilience de la cuisine paysanne médiévale a été construite sur les principes de la frugalité, de l'adaptabilité et de la communauté. Les repas étaient simples, mais ils ont raconté l'histoire d'un mode de vie entier, une vie façonnée par les saisons, la rareté et la nécessité inflexible pour survivre. En fin de compte, ces humbles repas ont non seulement soutenu les paysans à travers des fléaux, des famines et des guerres, ils ont défini l'essence même de leur culture. L'ingéniosité qui est entrée dans la cuisine médiévale a contribué à façonner l'avenir de la nourriture en Europe, influençant la façon dont nous abordons les repas aujourd'hui. La prochaine fois que vous vous asseyez à un repas copieux, prenez un moment pour vous souvenir des paysans du passé qui, grâce à leur ingéniosité et à leur détermination, ont assuré que le monde pourrait continuer à tourner, même dans les moments les plus difficiles.